Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour Sénat 360, le nouveau rendez-vous d'information parlementaire de Public Sénat. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h30, 2 heures entièrement consacrées aux travaux du Sénat, avec en exclusivité cet après-midi sur notre antenne la première séance de questions d'actualité au gouvernement. Vous pourrez la suivre à partir de 16h45. Et à la une de l'actualité aujourd'hui, Air France en pleine zone de turbulence. Après le lynchage hier du DRH par des salariés, Manuel Valls s'est rendu au siège de la compagnie aérienne. Il a dénoncé, je cite, les voyous responsables de ces violences. Quant à Nicolas Sarkozy, il a évoqué la chienlit. Réponse immédiate du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Vous l'entendrez dans un instant. Polémique après l'attaque d'un policier en Seine-Saint-Denis. Il a été blessé par un braqueur évadé de prison et fiché pour radicalisation. Christiane Taubira, la garde des Sceaux, pourrait modifier la législation applicable aux sorties de détenus et systématiser les escortes pour certains prisonniers en permission. On en parle dans cette émission. Et puis je le disais, première séance pour le Sénat de questions d'actualité au gouvernement le mardi. Elles seront désormais hebdomadaires, une séance de 45 minutes plus courte avec, et c'est une nouveauté, un droit de réplique pour les sénateurs. C'est à voir en exclusivité sur Public Sénat. Et pour nous accompagner cet après-midi, nos deux journalistes en duplex, Tam Tranui en direct de l'hémicycle du Sénat et Michael Zamès en direct de la salle des conférences pour recueillir toutes les réactions des sénateurs et des ministres en direct. Je vous le disais en titre, Air France sous le choc après les violences qui ont interrompu hier le comité d'entreprise. Alors que venait d'être confirmé le plan de restructuration, il menace près de 3000 emplois. La classe politique s'empare de l'affaire. Nicolas Sarkozy parle de chienlit, un mot dangereux pour le Premier ministre qui a répondu à l'ancien président. On l'écoute. La justice a été saisie, la police mène une enquête indispensable car dans notre pays, pas seulement pour l'image, et c'est déjà tout à fait essentiel, d'Air France et de la France, mais ces images, cette violence sont intolérables et doivent être évidemment condamnées avec la plus grande force. La chienlit, le mot que nous avons déjà entendu en fin de matinée, la remise en cause permanente des corps intermédiaires, des syndicats, de l'indépendance de la justice, de ce qui fonde même la démocratie, ce mot chienlit, l'expression qui a été aussi la vôtre, comme celle de Nicolas Sarkozy, sont des mots dangereux. Et je crois que de plus en plus, il y a un débat dans le pays. Alors affrontons-le, ce débat, qui est sur une certaine conception de la démocratie, sur une certaine vision de la France. Vous voulez abattre ces corps intermédiaires, remettre en cause les syndicats, politiser. Eh bien non, la négociation, le dialogue social, le respect des corps intermédiaires, le respect de la démocratie, des syndicats, comme des élus, comme les associations, et derrière cela, tout simplement des Français, nous, cette idée de la France, nous la défendrons. Manuel Valls qui sera aussi présent dans l'hémicycle du Sénat et qui devra répondre à des questions certainement sur la situation d'Air France. Et l'autre image du jour au Sénat, cette fois c'est cet après-midi, le vote solennel sur le projet de loi de santé. Un texte qui a été amputé de sa principale mesure, la généralisation du tiers payant après son passage à la Haute Assemblée. On en parlera avec le président du Conseil national de l'Ordre des médecins et le socialiste Yves Daudigny dans notre débat à 17h50. Je vous le disais au programme de Sénat 360 cet après-midi. C'est aussi cette première séance de questions d'actualité du mardi avec pour la première fois un droit de réplique. On va tout de suite retrouver en direct de la salle des conférences du Sénat, Michael Zamès, avec une première invitée. Michael, vous êtes avec la sénatrice des Alpes-Maritimes, Dominique Estrosi Sassone. C'est à vous. Bien entendu, parce qu'il sera certainement aussi question de ces inondations très importantes qui ont eu lieu dans les Alpes-Maritimes. Dominique Estrosi Sassone, vous étiez encore présente sur place hier. Quel constat faites-vous? Qu'est-ce que les gens vous ont dit? Et je crois que le bilan a encore augmenté, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, 21 personnes sont décédées. Oui, nous sommes exactement à un drame humain puisque nous avons recensé 21 morts et bien sûr d'importants dégâts sur les communes d'Antibes, de Golfe-Juan, de Vallauris, du Canet, de Cannes, de Mandelieu, vraiment tout l'ouest du département des Alpes-Maritimes a été durement touché. Nous sommes allés sur le terrain, nous sommes allés saluer et montrer aussi combien il y avait une mobilisation exceptionnelle. D'abord des services de secours qui ont fait plus de 750 interventions, mais aussi une mobilisation des personnels, des collectivités territoriales et locales qui travaillent encore d'arrache-pied pour essayer autant que faire se peut
de réparer un certain nombre de dégâts, de redonner un petit peu un visage à certaines artères et à certaines villes, mais le temps sera très long pour effacer de telles cicatrices. On va bien sûr en revenir aux causes, mais ce soir vous serez reçu par le président du Sénat, Gérard Larcher. Il va vous recevoir sur tous les élus des Alpes-Maritimes et il a l'intention, en tout cas ce qu'il nous disait ce matin sur notre antenne, de pouvoir vous poser la question si vous vouliez créer une mission d'information, les sénateurs, sur le terrain pour comprendre les causes. D'abord, je remercie le président Gérard Larcher, comme le président Retailleau, qui immédiatement se sont manifestés dimanche. Je le remercie également de recevoir les 5 sénateurs des Alpes-Maritimes pour voir avec lui, effectivement, s'il décidait de mettre en place cette mission d'information. Je pense que même s'il y a eu un certain nombre de missions d'information qui ont déjà été conduites ici au Sénat, suite en particulier au drame de Xynthia, eh bien, c'est vrai que la topographie des lieux, c'est vrai que le département des Alpes-Maritimes ne ressemble pas au département de la Vendée. C'est vrai que nous avons besoin d'avancer pour mieux comprendre les causes d'un tel phénomène, certes exceptionnel, mais qui véritablement a ravagé notre territoire. Donc vous seriez favorable à cette mission d'information qui pourrait être créée ici au Sénat? Oui, pour ma part, j'y serais favorable, même si ce sont des sujets qui, en termes d'environnement, ne m'ont pas souvent mobilisé. Je suis beaucoup plus mobilisée sur la problématique du logement, mais c'est aussi, en tout cas, une question qu'il faut se poser, bien évidemment. Et c'est vrai que je pense que ça peut être, en tout cas, une bonne solution. Question que vous allez poser tout à l'heure au Premier ministre, c'est bien cela. Vous savez que vous avez un droit de suite, donc ça veut dire que vous allez pouvoir répondre éventuellement au Premier ministre s'il prend la parole. Alors je verrai si je ne suis pas trop longue dans l'exposé de ma question que je poserai au ministre de l'Intérieur, à Bernard Cazeneuve, pour lui poser de véritables questions, parce qu'au-delà des drames, il faut se poser des questions. Aucune question ne doit être taboue, en particulier sur la véritable politique que nous voulons en matière de prévention des risques d'inondation. Est-ce qu'on a véritablement les moyens financiers d'avoir une politique ambitieuse de nature à répondre à de tels phénomènes? Et puis sur le problème aussi, parce que ça commence à faire jour des ravages que pourrait faire la surbétonisation de notre littoral. Et on ne peut pas d'un côté dénoncer ces ravages, dénoncer une urbanisation galopante et de l'autre pousser toujours plus les communes à construire au détriment parfois de la vie de leurs administrés. On écoutera la question et évidemment la réponse du ministre de l'Intérieur. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. À tout à l'heure Delphine, avec Luc Carvounas, un invité qui va nous rejoindre dans quelques instants. Merci beaucoup Mickaël. Effectivement, vous en parliez à l'instant, 48 heures après les intempéries meurtrières qui ont endeuillé les Alpes-Maritimes, Gérard Larcher, le président du Sénat, va proposer certainement une mission d'information pour tirer les conséquences de ce drame. Il recevra les parlementaires concernés ce soir à 19h30 et il était l'invité de notre matinale Territoire d'Info. On l'écoute. Après Xynthia, il y a eu une analyse en profondeur dans une mission d'information. Dans une mission d'information, faut-il une mission d'information? Faut-il tout simplement appliquer ce qu'on applique trop peu souvent, le pouvoir de contrôle des commissions pour tirer les conséquences? Ça ne veut pas dire commission d'enquête. Non, Xynthia était mission d'information. Donc je crois que c'est la bonne, c'est la bonne. Ou tout simplement l'application par les commissions. C'est ce que je soumettrai au président de commission concerné après m'être entretenu avec nos collègues des Alpes-Maritimes. Et le dérèglement climatique et ses conséquences, c'est bien sûr une des préoccupations majeures du Sénat aujourd'hui. 2 rapports sur le sujet ont été présentés ce matin. Pauline Dame. Augmentation des températures, montée des eaux, un dérèglement climatique qui pourrait alors porter le nombre de réfugiés environnementaux autour de 200 à 250 millions en 2050. Des conséquences géopolitiques sévères qui pourraient être évitées en aidant les pays les moins avancés, comme ceux d'Afrique subsaharienne, à s'adapter au changement climatique. Ceux qui vont le plus souffrir de cette montée des océans ou de ce changement climatique, ce sont bien évidemment les pays les plus pauvres, qui ont une faible capacité de résilience, qui ont une faible capacité à reconstruire après une catastrophe, et donc qui, s'ils ne sont pas aidés par les pays développés, vont automatiquement générer des flots importants de migrants climatiques qui vont devoir être gérés par les pays développés. Il faut arriver à trouver un système qui permette d'aider ces pays à se développer, tout en sachant qu'ils utiliseront quand même du carbone. Pour la sénatrice Fabienne Keller, il faut avant tout renforcer les financements climat à destination des pays du Sud. Axe clé de son rapport, une meilleure prise en compte de ces pays dans l'aide française au développement.
Beaucoup parlent de la nécessité de les traiter en priorité. Ils bénéficient à peine de 10% de l'aide publique française au développement, c'est-à-dire très peu. De la même manière, les pays les moins avancés bénéficient très peu des aides pour s'adapter, là aussi moins de 10%. Donc je propose de fixer des objectifs à 20% de l'aide publique française, 20% pour le climat aussi. Autre proposition, la création d'une taxe mondiale sur le carburant des bateaux et des avions. Réalité ou utopie? Selon les Nations Unies, il faudrait entre 50 et 100 milliards de dollars par an pour que les pays en développement puissent faire face à cette urgence climatique. Durcir la loi pour les élus et les fonctionnaires en cas de dérapage raciste, c'est la proposition choc de Luc Carvounas, sénateur socialiste du Val-de-Marne. Et il est à vos côtés, Michael Zamès. On posait cette question à Luc Carvounas, tout simplement. Qui vous visez avec cette proposition de loi? Écoutez, cette proposition de loi déjà ne vise personne. Elle est là pour essayer de créer, dans le débat qu'on nous invite à avoir, qui aura lieu au mois de février prochain sur la loi égalité et contre les discriminations voulue par le Premier ministre Manuel Valls l'été dernier. Moi, je souhaite que dans le droit français, nous puissions amender le code pénal pour permettre de créer, ce qui sera nouveau dans le droit, la qualité de circonstances aggravantes pour les personnes dépositaires de l'autorité publique et qui seraient en mesure, par leurs propos, d'avoir des propos soit d'incitation à la haine, soit de propos racistes, sexistes, homophobes. Voilà, on ne peut plus être aujourd'hui dans une société où des hauts fonctionnaires, ça aussi peut arriver, ou des policiers, mais aussi des politiques, au moment de la défiance qui peut se créer entre les concitoyens et la chose publique, avoir à nouveau des députés européens comme Nadine Morano qui vous explique qu'il y a une race blanche en France, elle ira expliquer ça au Dom-Tom, avoir un président de la République qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui déjà ouvrait le bal avec son fameux « casse-toi pauvre con », et voir cette société dans ses repères institutionnels se déliter par ce type de comportement. Je me souviens aussi de Christian Van Est, député du Nord, jamais condamné par sa famille politique, UMP, lorsqu'il avait des propos extrêmement violents et homophobes. Donc il y a un devoir d'exemplarité. Et on nous invite à avoir ce débat-là. Tout cela pourrait rentrer dans le cadre de cette proposition de loi, si on comprend bien tous les propos, que ce soit Nadine Morano ou les autres. Moi, je ne suis pas juge. Moi, je prends des exemples qui seront demain peut-être jugés à partir du moment où il y aura des dépôts de plainte. Moi, je suis un sénateur. Je porte des contributions politiques dans le cadre des débats parlementaires où on nous invite à pouvoir siéger et discuter. Moi, je veux faire évoluer la loi sur ce plan-là. Et à ceux qui me disent, mais est-ce que c'est pas ficeler un peu la liberté d'expression? Pas du tout. Tout le monde a le droit de dire, il faut choyer cette qualité-là en France, ce qu'il veut. Mais tout le monde a le droit de surtout de ne pas dire n'importe quoi. Et parfois, on entend des débats qui sont portés de manière extrêmement ambiguë. Et je pense que c'est aussi le rôle du politique que de dire ce qu'est la loi et de quelle manière on peut s'exprimer. Dans cette loi qui sera examinée en février prochain, vous l'avez dit, il y a une action de groupe qui pourrait être envisagée. C'est aussi une proposition de loi qu'a formulée un député. Vous seriez pour cette action de groupe pour qu'on puisse porter plainte en groupe? Pourquoi pas? Moi, je suis... C'est un peu l'américaine. Pourquoi pas? Je sais qu'à l'Assemblée nationale, ça a été relevé et voté. C'était Razi Hammadi qui le portait, vous l'avez dit. Moi, aujourd'hui, dans le cadre de ce qui va nous animer ici, dans la Chambre haute, je vais défendre mes amendements pour faire en sorte qu'à la fois sur le volet incitation à la haine raciale, diffamation, insulte homophobe ou sexiste, celui ou celle qui aura à avoir ces discours-là soit réprimandé et préprimandé. Si la qualité de circonstances aggravantes pour personne dépositaire de l'autorité publique est relevée, aggravée doublement. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles questions d'actualité du mardi? Près de 305 sénateurs aujourd'hui présents, c'est nouveau, il y a une sorte de révolution? Non, c'est les institutions qui avancent avec conforme à l'ère du temps. Moi, je sors d'une mission qui a duré 1 an avec Claude Barthelone et Michel Vinocq pour faire avancer nos institutions et les moderniser. Ici, il y a 2 QAG, c'est très bien. Il y a beaucoup de sénateurs, c'est très bien. Donc, on se posera aussi la question des moyens qu'on donne à tous ces sénateurs présents 24 sur 24, parce que ça aussi, ça doit donner sens à la démocratie française. Moi, je peux que me féliciter de cela. Dernière question, on sent que les élections régionales, le coup est parti, que ce soit à droite comme à gauche, on se renvoie les questions de justice. Dernière en date, c'est Claude Barthelone qui est accusé un petit peu de fraude, on va dire ça comme ça, entre guillemets. Oui, là je vois que c'est une réponse très politicienne à ce que nous avons mis en exergue depuis la semaine dernière, où quand même, dans la circonscription de Jean-François Copé, le département de Christian Jacob, pour la candidate de Nicolas Sarkozy, nous avons mis en exergue tout un dispositif de campagne au travers de distribution de tracts politiques
au travers des municipalités de droite. Là, on voudrait nous faire croire que c'est la même chose. Pardon, on a la Chambre régionale des comptes qui a émis des réserves sur certains sujets quand elle est venue visiter la collectivité de Seine-Saint-Denis. Stéphane Troussel y a répondu. Et s'il y avait la campagne est partie. S'il y avait un problème, les magistrats de la CRC auraient saisi la justice. Là, on a un membre de la droite de Seine-Saint-Denis qui répond aux ordres pour faire le renvoi d'ascenseur. Nous sommes très sereins et nous répondrons point par point. Je vous coupe parce que la séance a repris. Merci beaucoup, Luc Carbonas. Merci beaucoup, Mickaël. Et effectivement, direction la séance pour suivre en direct sur Public Sénat cette première séance de questions d'actualité. La séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur le site internet du Sénat. Je rappelle que les auteurs des questions disposent chacun de 2 minutes, y compris la réplique. La durée de 2 minutes s'applique également à la réponse des membres du gouvernement, le Premier ministre ayant une horloge spéciale. Voilà. La parole est maintenant à notre collègue Vincent Capo-Canellas pour le groupe Union des démocrates et indépendants Union centriste. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la France a découvert hier des images ahurissantes lors de la réunion du comité central d'entreprise d'Air France. Ces images ont fait le tour du monde. Des dirigeants molestés, quasi lynchés, obligés de fuir sous les insultes d'un groupe minoritaire de salariés, agissant au mépris des lois et du simple respect de la personne humaine. Ces actes méritent la plus ferme des réprobations et des poursuites pénales. Les auteurs de ces délits ne sauraient engager la compagnie Air France, qui est au cœur du patrimoine français et qui a toujours porté haut les valeurs de travail d'équipe, de solidarité, de respect et su se tourner vers les défis de la conquête des passagers du monde entier. Air France est et restera une fierté pour nos concitoyens, une compagnie fidèle aux standards internationaux les plus élevés du transport aérien. Mais Air France doit s'adapter à une nouvelle donne, redevenir pleinement compétitive. Après plusieurs plans de performance, baisser ses coûts, renégocier son pacte social. Le principal syndicat de pilotes est justement pointé du doigt pour avoir refusé les propositions de la direction. L'ensemble du personnel est inquiet devant les mesures sociales annoncées avec des réductions très nettes de capacité et des licenciements en grand nombre. L'émotion, vous le savez, est considérable, Monsieur le Premier ministre. La situation est bloquée. Que compte faire le gouvernement pour aider Air France à franchir cette étape parmi les plus difficiles de son histoire? Avec 17% du capital et la connaissance que chacun a des difficultés très fortes du secteur du transport aérien français, vous ne pouvez pas rester au seul stade de la condamnation des délits. Allez-vous, Monsieur le Premier ministre, agir pour favoriser le dialogue, conduire les pilotes à bouger, certes, mais aussi répondre aux problèmes spécifiques du transport aérien français qui se trouve malheureusement à l'écart de l'augmentation mondiale du trafic? Il y a des rigidités propres à notre réglementation. Souhaitez-vous y répondre, renouer le dialogue social et répondre aux rigidités du transport aérien français? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, d'abord, mais je sais que vous l'avez fait il y a un instant, Monsieur le Président, je veux une nouvelle fois rendre hommage, bien sûr, à toutes les victimes des intempéries de ce week-end dans les Alpes-Maritimes. Le Président de la République, le ministre de l'Intérieur étaient sur place dimanche, saluer tous ceux qui ont contribué à venir au soutien des populations affectées par ces inondations terribles et saluer l'engagement des sapeurs-pompiers, des policiers, des gendarmes, des agents de l'État et des collectivités territoriales, des élus eux-mêmes et des citoyens. Et nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de cette séance de questions. Monsieur le sénateur Vincent Capo-Canellas, Air France est une très grande compagnie aérienne. Elle porte nos couleurs, c'est la 5e du monde. Sa situation n'est pas bonne, confrontée à des défis majeurs. Elle a subi l'émergence depuis de nombreuses années du low-cost et la concurrence de grandes compagnies, et pas seulement celles du Golfe, mais aussi des compagnies qui ont su se restructurer. Et pour survivre, pour se redresser, la compagnie doit impérativement renforcer sa compétitivité. Il n'y a pas d'autre choix. Nous avons déjà eu l'occasion avec Alain Vidalis de le dire, et c'est pour cela que l'État soutient cet effort indispensable et cet objectif, cette seule voie possible. Le statu quo ne peut pas être une option et c'est véritablement l'avenir de l'entreprise qui est en jeu. Les discussions entre la direction et les syndicats de pilotes sur la
réalisation par les pilotes des engagements du plan Transform et sur le plan de productivité Perform 2020, vous le savez, ont échoué mercredi soir. Et ce plan vise des gains de productivité à hauteur de 17%. L'effort de productivité demandé est un passage obligé pour restaurer la compétitivité. Chacun doit y participer et au premier rang, les pilotes. Donc c'est un message d'abord d'appel à la responsabilité, de lucidité des pilotes qui doivent, parce qu'ils ont en partie l'avenir de la compagnie dans leurs mains, qui doivent s'engager. Et je leur demande, et je demande à ces syndicats de prendre leurs responsabilités. Vous le savez, j'étais ce matin à Roissy pour rencontrer les présidents d'Air France KLM et d'Air France, le comité de direction, pour rencontrer ces deux hommes qui ont été humiliés, agressés par une foule. Ces images et ces actes, surtout, sont intolérables. Ils devront être punis avec la plus grande des sévérités. Rien ne peut justifier de tels actes. Et je veux aussi, parce qu'ils étaient là, saluer leur dignité. Et il faut que la condamnation soit absolue et totale. J'ai rencontré 3 secrétaires des comités d'entreprise, des instances représentatives, 3 syndicalistes de la CFDT, de la CFE-CGC, de la CGT. Les syndicalistes hier, je veux aussi le dire, ont protégé ces hommes qui étaient frappés, mais il ne peut y avoir aucune ambiguïté, il ne peut pas y avoir une confusion sur la violence. Un conflit social, ça n'est pas la même violence que celle qui est exercée sur des hommes qui, en plus, ont comme mission précisément le dialogue social. Et ces images, elles sont terribles pour la compagnie elle-même et évidemment pour notre pays. Donc des sanctions lourdes contre des faits qui relèvent du droit pénal. Bien sûr, j'ai voulu exprimer la solidarité du gouvernement à l'égard de ces hommes, à l'égard des vigiles aussi qui se sont interposés et à l'égard de la direction de l'entreprise parce que nous assumons pleinement nos responsabilités. Et la priorité et l'urgence, vous l'avez rappelé, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Président, c'est de reprendre le dialogue. La solution au problème de l'entreprise devra être retrouvée en son sein. L'État actionnaire, 17%, assume et assumera toujours pleinement son rôle. Et c'est pour cela que nos représentants soutiennent les plans de la direction. Et notamment ce qu'on a appelé le plan A, parce que c'est celui qui doit permettre de faire reposer l'effort sur l'ensemble des salariés. Donc j'en appelle une nouvelle fois, comme je l'ai fait ce matin, comme le ministre Vidalis a déjà eu l'occasion de le faire, à la reprise du dialogue. Moi je crois, Monsieur le Sénateur, comme vous, aux vertus du dialogue social. Je ne crois pas qu'on puisse mettre de côté les syndicats représentants des salariés. Notre pays, au contraire, a besoin d'un dialogue constructif, à condition que chacun prenne ses responsabilités. Condamner la violence, engager le dialogue social, il est temps encore de redresser la compagnie et c'est cet appel que je veux relayer ici devant vous. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à notre collègue Madame Dominique Estrosi Sassone pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et porte sur les conséquences des dramatiques intempéries survenues dans le département des Alpes-Maritimes qui ont fait 21 morts et de lourds dégâts. Je tiens à exprimer toute ma tristesse et ma compassion à l'égard des familles des victimes. Je tiens à exprimer également tout mon soutien à l'égard des milliers de sinistrés. Je tiens à saluer la mobilisation exceptionnelle des services de secours qui a permis d'éviter que le drame ne soit plus lourd. Monsieur le ministre, le président de la République et vous-même êtes venus sur place constater le désastre humain et matériel. L'état de catastrophe naturelle a été annoncé par le président de la République. Mais les exemples passés de la Faute-sur-Mer et de Draguignan montrent que les procédures sont lentes et que seul l'État
à la main pour venir en aide aux élus en publiant rapidement les arrêtés interministériels et en mettant tout en œuvre pour que la mobilisation des experts et des assurances soit totale. Monsieur le ministre, les communes des Alpes-Maritimes pourront-elles compter sur la parole de l'État et sur sa réactivité à mobiliser le fonds en aide aux collectivités? Mais face à de tels drames, aucune question taboue ne doit être éludée. Quand l'État mettra-t-il en œuvre une vraie politique de prévention des inondations? La facture du déluge qui s'est abattue sur la Côte d'Azur pourrait atteindre 500 millions d'euros. Or, le budget annuel consacré à la prévention des crues ne dépasse pas 300 millions d'euros. Quand les pouvoirs publics arrêteront-ils leur discours schizophrène qui consiste à dire tout et son contraire, dénoncer les ravages de la bétonisation tout en exigeant des communes qu'elles construisent toujours plus au péril de la vie des administrés? Les élus locaux ne cessent de subir la pression de construire de l'État. Durcissement de la loi SRU, loi Allure avec la préemption de terrain, surtaxe foncière pour les terrains constructibles mais non bâtis. Il est temps, Monsieur le ministre, de mettre un terme à l'application uniforme de telles lois et de tenir compte des spécificités de nos territoires. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, pour 2 minutes. Madame la sénatrice, vous posez la question de l'engagement de l'État suite au drame qui s'est produit dans les Alpes-Maritimes ce week-end et qui a conduit le Premier ministre à se rendre sur place. Et vous nous interrogez sur le fait de savoir si la mobilisation de l'État sera à la hauteur du drame. Je vais vous apporter des réponses extrêmement précises. D'abord, le Président de la République a indiqué que l'état de catastrophe naturelle serait évoqué en Conseil des ministres dès demain. Ce sera le cas. À la demande du Président de la République et du Premier ministre, je ferai une communication et l'arrêté sera publié dès jeudi. Deuxièmement, je réunis au sortir des questions au gouvernement l'ensemble des administrations qui concourent au déblocage des fonds qui viennent en soutien notamment des collectivités locales, ainsi que le président de la Fédération française des sociétés d'assurance, d'une part pour regarder les conditions dans lesquelles on peut attribuer des avances aux personnes en deçà du délai de 3 mois qui généralement prévaut, et nous allons mobiliser le fonds catastrophes naturelles dès les prochaines semaines, dès les prochains jours, pour pouvoir permettre aux collectivités locales de procéder aux travaux en avance de phase et remettre en état les équipements publics du ressort de leur territoire. Vous vous inquiétez du fait de savoir si les délais seront longs. Les délais ne seront pas longs parce que nous avons procédé, ce gouvernement, à une réforme du dispositif d'accompagnement des collectivités locales après catastrophe naturelle en réduisant le temps des inspections, en simplifiant les procédures ouvrant droit à indemnisation et en fusionnant les fonds qui viennent en concours des collectivités locales pour faciliter l'indemnisation. J'ai d'ailleurs rehaussé le niveau des avances pour éviter que les collectivités locales ne soient confrontées aux problèmes auxquels elles ont pu être confrontées. Vous évoquez les problèmes d'urbanisme. J'ai pu me rendre avec le Président de la République sur place. Je n'ai pas senti que c'était les conséquences de la loi SRU ou de la loi Allure qui avait conduit à l'urbanisation, à la sururbanisation, puisque les bâtiments atteints avaient été construits plutôt dans les années 70 et 80. La parole est à notre collègue Michel Amiel pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, au moment où la loi sur les nouveaux droits des patients en fin de vie revient à l'Assemblée, une question reste en suspens, celle de la tarification des soins palliatifs et des soins en fin de vie dans le cadre rigide de la T2A, sigle un peu barbare qui signifie tarification à l'activité, et qui, selon les propres termes de Madame la Ministre, n'est pas une fin en soi. Au-delà de la réflexion globale sur cet outil de gestion financière, se pose la question de l'articulation entre soins palliatifs et tarification. Je dis soins palliatifs et non pas seulement soins en fin de vie. Dès 2007, la Cour des comptes alertait sur la misère des soins palliatifs et un possible effet pervers de la tarification. En 2015, elle notait encore une absence de valorisation spécifique des soins palliatifs en moyen et long séjour. Seulement, un malade sur 3 qui devrait en bénéficier a réellement accès à ces soins palliatifs. Le remboursement des 12 premiers jours est basé sur un forfait de 6 100 €. Ce forfait est dû, même si le patient décède après le premier jour.
En étant cynique et en poussant le raisonnement jusqu'au bout, je dirais donc qu'au plus tôt le patient décède après son admission en unité de soins palliatifs, au mieux c'est pour l'équilibre financier de l'établissement. Cette vision de la tarification à l'acte est complètement délétère pour l'accompagnement en fin de vie et, pire encore, réduit le concept de soins palliatifs aux derniers jours de vie du patient. Alors que la culture palliative fait énormément de défauts dans notre pays par manque de formation des professionnels, comment expliquer à des patients qui sont orientés vers ces soins palliatifs qu'il ne s'agit pas de la fin de leur accompagnement? Je souhaite donc, Monsieur le Ministre, connaître vos propositions pour une meilleure prise en charge des soins palliatifs et particulièrement sur les problèmes de tarification des patients en fin de vie. Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Michel Amiel, tout d'abord, permettez-moi d'excuser Marisol Touraine qui participe en ce moment au 70e anniversaire de la Sécurité sociale. Et au-delà de ça, qui est un élément évidemment tout à fait important, et puisqu'il a permis d'ouvrir un certain nombre de droits, et notamment le fait que vous puissiez, en première lecture, grâce à votre travail, à vous tout particulièrement, Monsieur le sénateur Amiel, mais aussi avec celui de votre collègue Gérard Deriot, améliorer véritablement cette loi de fin de vie, et notamment en matière de soins palliatifs. Vous avez permis, effectivement, d'une façon très précise, que soit reconnu à toute personne sur l'ensemble du territoire le droit à l'accès à des soins palliatifs. Et évidemment, vous posez de façon très judicieuse la question de la tarification actuelle, cette fameuse T2A, tarification à l'activité, qui, à l'évidence, et vous en avez fait la démonstration, n'est absolument pas adaptée à la situation de la prise en charge des soins palliatifs. Vous le savez, cette tarification à l'activité, elle participe aussi à d'autres éléments de financement de la vie hospitalière, sur lesquels nous sommes déjà revenus. Je pense notamment, pour ce qui concerne les petits hôpitaux de proximité, pour ce qui concerne aussi l'amélioration de la qualité des soins. Néanmoins, il faut que nous continuions à avancer évidemment sur ce sujet. Pourquoi? C'est pourquoi le président de la République s'est engagé dans un plan triennal à renforcer directement par crédit fléché les moyens mis en mobilisation pour ces soins palliatifs. Et deuxièmement, nous aurons très bientôt une réunion avec les administrations concernées pour faire évoluer les soins, le financement de ces soins palliatifs. Voilà, monsieur le sénateur, l'engagement du gouvernement. On vous remercie encore de la manière dont vous-même et votre Assemblée s'est engagée sur ce sujet. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à M. Ronan Dantec pour le groupe écologiste. Vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État au budget. Le scandale Volkswagen est très grave. Au vu de toutes les enquêtes épidémiologiques, et un rapport sénatorial l'avait confirmé, nous savons que chaque année, des enfants et des personnes fragiles meurent prématurément d'une concentration dangereuse en oxyde d'azote, à laquelle ont donc sciemment contribué les ingénieurs et dirigeants d'une entreprise qui se disait exemplaire. Face à des consommateurs de plus en plus défavorables, à une technologie qui ne répond pas aux défis environnementaux, agir résolument est aujourd'hui une urgence, y compris pour l'avenir de l'industrie automobile française et européenne. Les écologistes se félicitent tout d'abord de la volonté affirmée de la ministre de l'écologie du rattrapage de la fiscalité du diesel sur celle de l'essence. C'est une mesure nécessaire. Mais il faut une cohérence d'ensemble. Aussi, deux questions très précises, Monsieur le Ministre, pour accélérer cette transition. Êtes-vous prêt à remédier à l'absurdité d'une situation où l'exonération de TVA sur les carburants diesel et uniquement diesel des véhicules professionnels rend l'achat d'un véhicule essence prohibitif, par exemple pour les taxis parisiens? Et êtes-vous favorable, deuxième question, au renforcement du bonus automobile sur les petites cylindrées, bonus réduit aujourd'hui à un montant quasi symbolique, alors que ce ne sont pourtant quasiment que des véhicules essence peu polluants? Ces deux mesures simples et précises favoriseront les constructeurs français très bien positionnés sur le segment des petites cylindrées essence qui émettent aussi le moins de gaz à effet de serre. Pour vous répondre, la parole est à M. Christian Eckert, secrétaire d'État en charge du budget. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénatrices et les sénateurs. Monsieur le sénateur, votre question est parfaitement légitime à l'approche de la COP21, à l'issue d'un rapport de votre Assemblée sur les pollutions de l'air,
à la suite du scandale Volkswagen que vous rappelez. Mais elle se place dans un contexte plus général. Je veux attirer votre attention sur le fait que la fiscalité environnementale comporte beaucoup de composantes. La CSPE, contribution au service public de l'électricité, pour plus de 5 milliards d'euros et en forte augmentation. La TICPE, la taxe sur les carburants, c'est celle que vous évoquez. La contribution climat-énergie, qui a été mise en place cette fois avec succès par le gouvernement, et diverses mesures fiscales que vous avez rappelées. Pour autant, des évolutions doivent se faire sur la CSPE. Par exemple, Bruxelles nous met en demeure de changer ce dispositif pour des questions de compatibilité par rapport aux aides aux entreprises, notamment aux énergies renouvelables. S'il y a un rapport, monsieur le sénateur, tout simplement parce que aujourd'hui la CSPE ne porte que sur l'électricité. Or, un certain nombre de membres du gouvernement, un certain nombre de parlementaires souhaiteraient, parce que le but c'est de diversifier les sources d'énergie, élargir l'assiette de la CSPE. On peut également citer les interférences entre la contribution climat-énergie, la déductibilité que vous évoquez sur la fiscalité, la TVA, diesel, essence. Je pense que ces questions doivent se traiter de façon globale. Le gouvernement s'engage à les traiter de façon globale pour éviter les interférences entre différents dispositifs lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative. Le travail est en cours. Vous souhaitez vous y associer et le Sénat, comme l'Assemblée nationale, y sera parfaitement associé. Monsieur Dantec. Écoutez, je ne peux que regretter la réponse sur la CSPE quand je parle de TVA diesel. Nous essayons de faire des questions très précises qui appellent des réponses précises. Et je regrette vraiment que Monsieur le ministre n'ait pas finalement confirmé la dynamique mise en place par la ministre de l'écologie cette semaine qui dit il est temps de rattraper les fiscalités. Et la question que je posais, c'était une cohérence d'ensemble, mais nous y reviendrons en loi de finances. Merci mon cher collègue. La parole est maintenant à Madame la Présidente Éliane Assassi pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Vous avez la parole, Madame la Présidente. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Des violences inadmissibles que je condamne sans réserve avec mon groupe ont eu lieu entre des salariés d'Air France et dont 2 dirigeants. Leur dignité humaine a été mise en cause et nous ne l'acceptons pas. Je l'affirme d'emblée. Cette colère incontrôlée est une impasse pour les salariés, c'est un piège redoutable. Les organisations syndicales, l'immense majorité des salariés de l'entreprise le savent. Ceux qui ont toujours combattu le monde salarial s'en donnent à cœur joie. Du MEDEF à M. Sarkozy qui assène, c'est la chienlit. Ce qui me dérange, c'est cette indignation à sens unique, surjouée. N'y a-t-il pas de responsable dans cette situation ? Pourquoi ne pas mettre en avant l'incurie de la direction sans stratégie qui a déjà sacrifié depuis 2012 5500 emplois avec le plan Perform et a annoncé hier la suppression de 2900 autres. Monsieur le Premier ministre, ne croyez-vous pas qu'il est temps d'avoir un mot pour ces milliers de drames humains, ces milliers de violences, certes hors écran, infligées par des décideurs qui ne servent pas l'intérêt national mais celui des actionnaires privés? Le choc, c'est la violence des images d'hier. Le choc, c'est aussi de voir un pays comme la France, 4e puissance mondiale économique, ne pas pouvoir préserver sa compagnie nationale. L'État actionnaire, Monsieur le ministre, ne peut laisser ainsi enterrer Air France, en particulier face à la concurrence des compagnies hors droit. Comment l'État actionnaire, Monsieur le ministre, l'État responsable va-t-il agir en ce sens? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Alain Vidali, secrétaire d'État en charge des transports. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je pense que hier, après les incidents, chacun a trouvé les mots justes de manière à ce qu'il n'existe plus aucune confusion possible entre l'action syndicale et ce qui s'est passé. Vous l'avez redit, et il ne faut pas tomber dans le piège des commentateurs qui continuent à faire des assimilations. Je crois que tout le monde ici a dit les choses clairement. On est sur des agissements inacceptables, des violences dont la seule issue envisageable est la sanction pénale. Vous interrogez le gouvernement sur sa stratégie. Le Premier ministre a répondu sur la question de l'État actionnaire.
en indiquant très clairement que personne ne peut changer la réalité de cette compagnie. Il y a un objectif, elle perd de l'argent. Elle perd de l'argent, on le sait bien, sur les longs courriers. Et aujourd'hui, le projet, c'est de supprimer une quinzaine d'avions. Il faut se rappeler qu'un avion, c'est 320 salariés. C'est ça la réalité. Et que la compagnie a proposé tout simplement qu'il y ait une négociation. Il n'y a qu'un objectif et 2 voies possibles. La voie de la négociation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'effort est partagé entre tous les salariés, y compris les pilotes d'abord, puisque c'est de leur décision que dépend la possibilité de négocier avec les autres. Et là, il n'y a aucun licenciement. Et évidemment, quand il y a eu échec du dialogue, alors la compagnie a annoncé les 2900 licenciements. Mais le temps du dialogue n'est jamais terminé et on peut revenir à une situation où effectivement l'objectif est atteint et qu'en même temps la compagnie continue. L'État, en tant que régulateur, déjà l'année dernière, nous avons modifié la redevance sur les passagers en transit. C'était 28 millions. Cette année, c'est 63 millions. Ça fait 90 millions d'euros de fonds publics qui ont été donnés à la compagnie pour améliorer. Par rapport aux compagnies du Golfe, j'ai pris l'initiative, la France, à la Commission européenne, avec l'aide de l'Allemagne, d'engager une procédure que la Commission a acceptée. Donc l'État ne reste pas, même en tant que régulateur, les 2 pieds, il défend la compagnie française. Encore faut-il aujourd'hui que le principe de réalité nous amène tous ensemble à trouver des solutions pour garantir l'avenir d'Air France. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à notre collègue Marc Daunis pour le groupe socialiste et républicain. Oh, pardon, Madame la Présidente, je n'ai pas encore tout à fait le réflexe. Vous avez la parole pour répliquer. Excusez-moi. Oui, Monsieur le Ministre, l'avenir de l'entreprise est en jeu et c'est d'autant plus vrai quand l'entreprise Air France contribue pour 1,4% du PIB français. Donc c'est une grande entreprise nationale et l'État, qui en est actionnaire à 17%, ne peut la laisser mourir et de facto faire perdre leur emploi à des milliers de salariés. Donc oui, le dialogue doit exister, mais un vrai dialogue social et non pas à sens unique. Car comme le disait Jaurès, le patronat n'a pas besoin, lui, pour exercer une action violente, de gestes désordonnés et de paroles tumultueuses. Merci, Madame la Présidente. Pardonnez-moi. La parole est à notre collègue Marc. Monsieur le Premier ministre. Oui. Ah, vous avez le droit à une horloge spéciale. Brièvement, simplement. Un mot, bien sûr, Monsieur le Président. Je ne veux pas en abuser, mais puisque nous sommes dans un exercice nouveau, notre appel, Madame la Sénatrice, Madame la Présidente, c'est au dialogue social. Et nous l'avons rappelé à chaque fois et à l'égard de tous les salariés. Et il faut à tout prix que les pilotes rentrent, Monsieur Laurent, dans ce dialogue, car sinon ce sont tous les autres salariés qui seront pénalisés. Et ce matin, j'ai rencontré, Monsieur Laurent, les 3 organisations syndicales et elles nous disent exactement la même chose. Et nous avons demandé, nous continuerons à demander à chacun d'avancer. Mais dans ces moments, précisément parce que nous pouvons partager le même but, je ne veux pas confondre, au moment où il y a ces images, Madame la Sénatrice, qui choquent le monde, qui choquent les Français et qui choquent d'abord tous les salariés d'Air France, je ne peux pas et je ne confondrai pas les violences. S'attaquer ainsi à la dignité de ces hommes, comme vous l'avez dit, c'est intolérable et il ne peut pas y avoir de confusion dans les propos. Si cette fois-ci, la parole est vraiment à Monsieur Daunis pour le groupe socialiste et républicain. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Cela a été rappelé dans l'hémicycle, nous avons vécu dans les Alpes-Maritimes, dans la nuit de samedi à dimanche, un véritable déluge qui n'était pas un mythe, lui. Plus de 20 morts, des écoles, entreprises saccagées, routes broyées, ponts emportés, habitations lourdement endommagées, mais surtout des femmes et des hommes traumatisés. En tant que maire de Valbonne, Sophia Antipolis, j'ai vécu ces pluies diluviennes sur le terrain. Les élus, personnels municipaux, territoriaux, gendarmes, policiers, pompiers, citoyens, la solidarité s'exprime. Elle est remarquable. Elle est chaleureuse et réconfortante. Elle tranche ailleurs, fort heureusement,